Yes sir, bienvenue tout le monde à un autre épisode du Grand Saut. On est avec Benji de Benji Film, dur à se tromper. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Yes sir. Écoute Benji, aujourd'hui je voulais qu'on prenne le temps de parler de Benji Film bien sûr, mais aussi du centre entrepreneur. Donc t'es jeune, je sais même pas t'as quel âge. Mais, je viens d'avoir 23. 23 ans, 23 clairement ans. T'es jeune. Puis t'as accompli quelque chose d'exceptionnel. Je voulais savoir un peu, 23 ans, déjà une belle business. C'est quoi ton parcours? Tu viens de où? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire Benji Film? Comme plusieurs entrepreneurs, moi, j'étais pourri à l'école, mais comme je pense que je bats des scores. J'avais des 20-30%, puis j'ai un gros TDAH. OK. Dans la classe, mon gars, je regardais autour de moi, j'étais un rêveur. Là. Je me voyais voyager dans le monde puis faire des affaires que personne ne faisait. Puis à chaque fois que je parlais à quelqu'un dans ma classe, il me disait « Voyons, Chris, t'es-tu fucké, toi? Comme tu rêves ben trop. » Fait que, dès que j'ai commencé, mettons, au primaire, secondaire, je me sentais pas nécessairement à ma place parce qu'on dirait que les gens n'avaient pas le même thinking. Fait que là, bon, je me disais, c'est moi qui est pas normal, j'ai-tu un trouble, tu sais, c'est peut-être mon TDAH, whatever. Puis, secondaire 3, j'ai voulu quitter le secondaire. Puis ma mère, elle m'a poussé dans le cul pour me dire, hey, finis tes affaires, peut-être qu'un jour ça va te servir. Mais moi, mes deux parents n'étaient pas entrepreneurs pantoute. Là, fait que. Ils faisaient quoi? Ma mère est. Je sais même pas ce qu'elle fait, directrice pour le Canada chez Industrie Alliance. OK. Elle s'occupe de l'automobile. OK. Mon père, je suis pas en contact. OK. Fait que. C'est sûr qu'il n'est pas entrepreneur. C'est sûr qu'il n'est pas entrepreneur. Puis pour vrai, de ne pas être en contact avec mon père, ça m'a donné un fuel qui m'a poussé à accomplir des grandes choses. T'sais. Ouais. J'ai dit tout le temps, use your pain as fuel. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Anyway. Fait qu'en secondaire 3, j'ai voulu quitter. Elle m'a dit, tu sais, être en secondaire 5. Elle m'a dit, va chez Home Depot, postuler. Puis, moi, j'ai des gros rêves. Elle dit, va chez Home Depot. Ça part pas bien. Fait que je m'ai emporté mon CV, j'arrive chez nous, je suis hey, fuck off, je vais pas chez Home Depot, c'est certain. Puis elle dit, ma mère, elle essayait de m'aider, tu sais. Fait qu'elle disait, va pilote d'avion. Je suis comme, OK. Puis ma mère a vraiment voulu tout me donner, fait qu'elle dit, je vais payer tes cours privés. OK. Chez Richelieu. OK. Cours privés. Encore une fois, j'arrive dans la classe, l'enseignant, il dit, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes dédié à l'aviation. Vous êtes dédié aux prochaines années d'études. Hey, il m'a perdu bien. En partant. Si, je viens de sortir de 5 ans que je me battais le cul pour rester à l'école assis sur ma chaise. Il n'y a personne qui fitait dans mon mindset. Impossible que je refasse ça. Puis là, pendant que je suis au secondaire, moi, je suis dans mes cours de français puis je voyais du monde qui voyageait sur les réseaux sociaux. En prenant des vidéos, du contenu, j'étais comme, hey, moi, c'est ça que je veux faire. Je sais pas comment je vais y arriver, mais c'est ça que je veux faire. Fait que ma première job, c'était plieur de parachute. OK. Parce que ma soeur, elle... Au voltige ou... Parachute Montréal, puis okay. voltige. OK. Ouais. Tu sautes en parachute? Ah ouais, j'ai déjà fait... C'est fun, hein? Ouais. Puis, parce que ma soeur était, elle, dans les championnats mondiaux de parachute. OK. Fait qu'elle m'a dit, ils cherchent des plieurs de parachute, t'es payé à la performance. Fait qu'au parachute que tu plies. Plus tu plies vite, c'est con à dire. Tu plies le parachute, c'est quand même... T'as la vie de quelqu'un entre les mains. Mais plus t'en plies, plus tu fais du cash. Je suis comme good. Que je peux emporter mon CV, j'étais engagé. J'avais 15 ans, commencé à même 14. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. Okay, j'ai fait Parachute Montréal, Voltige. Puis il y a un gars qui s'appelle Patrice. Lui, à la Drop Zone, au centre de parachutisme, il prenait des photos, des vidéos. À un moment donné, je le vois faire, puis je suis comme, hey, je peux-tu comme essayer? Ça a l'air le fun. Fait que ça a été... Il prenait en vol? Ben pas en vol, il était à terre, là, puis il prenait des shots du monde qui sautait en parachute. Okay. Les gens qui sont heureux quand ils atterrissent, puis ils donnaient ça après, puis ils faisaient vraiment véhiculer l'émotion. Je veux faire ça. Fait qu'il m'a enseigné, ça a été un de mes premiers mentors. Puis que j'ai appris à faire de la photo, ce que j'ai fait avec l'argent que j'avais ramassé du pliage de parachute, j'ai acheté ma première caméra, puis je suis allé à mon premier voyage à 16 ans à Hawaï. Puis là, ce que j'ai fait là-bas, c'est que je me suis bâti mon premier portfolio. Okay. Fait que je faisais des vidéos, là, des magasins de planches de surf. Puis je chargeais pas, là, c'était juste pour le fun. J'ai fait une vidéo recap, puis je suis arrivé au Québec. Puis je me suis dit, Chris, c'était ben trop le fun. Il faut que je reparte. Mais j'avais pas d'argent. J'avais tout dépensé. Fait que je me suis dit, bon, ben, j'ai 2 options. Soit j'utilise ce que j'ai fait à Hawaï, ou je retourne plier des parachutes. Fait que j'ai été cogné à des portes de compagnies de construction, des dealerships, des affaires. Ma mère était dans des dealerships. Fait qu'à ce moment-là, elle était pas chez Industrie Alliance. Fait que, elle m'a aidé un peu. Elle m'a donné une coupe de contacts. Puis j'ai réussi à décrocher une coupe de contrats de même. Pour faire du tournage pour des réseaux sociaux, des vidéos, des affaires promotionnelles. Puis ça a été mes premiers mandats. J'ai fait ça pendant 4 ans, mais pendant 4 ans, j'ai fait par année, j'ai fait peut-être 20 000$ par année. OK. Ça n'a pas vraiment décollé. Je me souviens même, je trouvais ça tellement rough
de 30, de 0 à 100 000, je trouve. Aujourd'hui, on a vraiment décollé, mais tes années de 0 à 100 000 en termes de chiffre d'affaires, ah, mon gars, ça m'a détruit. J'arrivais chez nous, je broyais dans les bras de ma soeur. J'étais comme, Chris, ça décolle pas mon affaire. J'ai pas d'argent pour investir en marketing. J'appelle le monde, ils me disent tout non. Hey, je la trouve rough en esti. Là. Puis ça pendant 4 ans. J'ai rushé. Puis après ça, j'ai rencontré un mentor, une couple d'années, qui m'a hébergé pendant 2 semaines chez eux. Hébergé, nourri. Puis là, il m'a tout appris. Il dit, Benji, il dit, cherche pas à faire d'autres choses. Parce que moi, à ce moment-là, pour vrai, j'ai pensé à abandonner. Ouais. C'est normal, tu frappes des murs à tous les jours. Je suis dans la mauvaise business. Peut-être moi qui n'ai pas compris, puis il n'y a juste pas de demande, tu sais. Tu te mets à penser que tu l'as juste pas, tu sais. Fait que, il dit, cherche pas à te partir dans une autre business, là. Il dit, ça va être encore plus tough parce que tu pars de zéro. Il dit, il faut juste que tu comprennes les bases. Fait que là, il m'a appris la vente, le marketing. Puis là, ben, j'ai commencé à faire des ads puis des affaires. Puis là, je réalisais que, Colin, le monde commençait à me boire. J'avais pas tant d'argent, mais tout l'argent que je faisais, je l'ai réinvesti en marketing. Puis là, j'ai commencé à avoir plus de demandes. Puis là, ça roulait un peu plus sur le pilote automatique. Puis là, on faisait juste des vidéos corpo. Puis là, ben, on faisait des vidéos corpo, puis le monde, il me disait, tu sais, c'est quoi mon retour sur investissement sur cette vidéo-là? Fait que là, OK, ils ont besoin de ça. Fait que supply demand commence à faire des ads pour nos clients, comme qu'on faisait pour nous autres. Puis, Benji, comme j'ai beaucoup de clients potentiels, mais j'ai pas le staff pour les appeler. OK, on implémente des vendeurs, puis des setters, puis des closers. Puis là, je dis ça rapidement, mais on est passé, là, après que j'allais rencontrer le mentor, en 2 ans, on est passé de 2 à 75 employés en 2 ans. Ça a vraiment skyrocket. Là. Puis ça a été quoi les défis auxquels tu as fait face? On s'entend, tu passes de 2, il y avait probablement toi dans les 2 employés. Il y avait moi, il y avait mon directeur des ventes qui était payé à commission, pendant que moi, j'allais ses tournages. Puis c'était ça, là. Exactement. Puis là, en dans 2 ans, 75 employés. Ça a été quoi les défis que tu as fait face dans cette croissance-là? Ce qui me vient à l'esprit, c'est de gérer du staff. Moi, je suis un gars, c'est vert ou c'est rouge. Il n'y a pas d'entre-deux. Là. Si j'ai quelque chose à dire, je ne passerai pas par 4 chemins, moi, tout en pleine face. Là. Mais avec un employé, tu peux pas faire ça. Comme au début, je parlais à un employé, je le ramassais. Là. Puis, qu'est-ce qu'il faisait? 1 semaine plus tard, il est plus là. Puis il avait raison, il veut pas se faire traiter de même. C'est pas, il sent pas qu'il est bienvenu dans l'entreprise. Là. Fait. Encore à ce jour, j'ai mon équipe de directeurs. Puis si j'ai un message à passer à un employé en dessous de mon directeur, il m'a passé par mon directeur qui est lui il est capable d'en prendre plus. Puis après ça, lui, il va véhiculer le bon message. Mais ça a tout le temps été ça. Puis dans tes... parce que là, vous faites une panoplie de services, vous faites... Une panoplie de services qui revient au même but au final. T'sais. C'est comme c'est un engrenage au final. Là. Mais qui revient à la génération de clients. C'est ça. On est expert en tout ce qui est croissance d'entreprise. OK. C'est ça qu'on dit aux clients. Et quand on parle d'employés, bien sûr, on va parler des DAS, on va parler de CNSST, on va parler de plusieurs problèmes qui rentrent en ligne de compte, des processus qu'on doit mettre en place. Ouais. T'avais-tu cette vision-là initialement avant de lancer le Benji Film? Moi, je lançais ça là, quand j'avais 15-16 ans, ces bancs d'école. Je me disais, moi, je vais être payé pour voyager. Moi, ça va être ça mon but dans la vie. Je vais être partout, puis je vais être le gars qui va être appelé pour faire des vidéos de voyage. Puis, je me suis tout le temps dit, la passion, elle s'en ira pas. Elle va tout le temps rester la même pour juste faire des vidéos. Aujourd'hui, c'est plus les vidéos qui me passionnent. Aujourd'hui, c'est d'aider d'autres entreprises à aller chercher plus de revenus. Parce que moi, j'avais ce besoin-là initialement. Mais j'ai dit à ma mère, je disais, hey, moi, je vais tout le temps faire des vidéos. Elle dit, ah non, ta passion, tu vas voir, elle va s'en aller. C'est temporaire. C'est pour ça que les gens, ils font pas leur passion comme métier. Genre, bullshit, moi, ça n'en ira pas, c'est sûr. Puis Chris, elle avait raison, man. Elle a pas, tu sais, je suis pas plus passionné. C'est juste qu'elle s'est transformée en d'autres choses. Mais je pense que tout le monde passe par cette phase-là. Ouais. Moi, ça va faire 11 ans que je suis dans le courtage. Initialement, on part comme tout courtier immobilier, on va partir seul, indépendant. À un moment donné, tu atteins un certain volume, un certain nombre de transactions. Tu te dis, bon, j'en laisse sur la table, je vais aller chercher des personnes avec qui m'associer pour être capable de servir plus de clients. Puis après ça, je m'étais dit, je vais retrouver du temps, puis je vais faire plus d'argent, puis ça va être parfait. Finalement, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Puis ça a été comme ça pendant littéralement comme 3-4 ans, avant que je
trouve ma formule, puis là, je sois capable de retrouver une certaine liberté. Mais déjà à ce moment-là, quand j'avais eu cette idée-là de m'associer avec d'autres mondes, puis de bâtir plus une agence, puis de monter dans autre chose, je m'étais dit, c'est parce que j'ai plus tant la flamme de la cuisine. Tu sais. J'ai plus tant la flamme d'aller faire des visites. Ce qui me passionne, c'est plus de monter maintenant une recherche pour mes clients. Un peu dans les mêmes choses que toi, c'est pour les entreprises. Mais moi, maintenant, je prends une personne, on achète un plex, parfait, on monte un portefeuille, puis on grandit comme ça à travers le temps. Fait que C'est en fond c'est des partnerships que tu fais. non, moi, dans le fond, on a une équipe de courtiers immobiliers. On est 32 courtiers immobiliers Ouais. dans l'équipe. Puis là, en date du 1er janvier, je lance une agence hypothécaire. Donc, dans l'agence, merci, ce qu'on a, on a déjà 15 courtiers hypothécaires avec qui sont dans l'agence. Elle n'est pas encore lancée. Puis on travaille avec 55 créanciers, puis on va faire du prêteur A, prêteur B, du privé, puis de l'alternatif. Donc, ça vient bien se marier avec le courtage, mais c'est toujours dans la même optique. C'est dans l'optique d'être capable de fournir des alternatives, mettons à Benji. Benji, il part, il achète un 6 logements. Là, ils viennent juste de l'acheter, puis ils tombent sur une opportunité sur le marché. Demain matin, un autre 6 qui vient de se présenter en bas de la valeur, il dit « J'ai pris tout mon argent, je l'ai mis là. Qu'est-ce que je fais? » On a une solution, on a le prêt, on peut t'aider, puis on va négocier une balance de vente ou on va se réajuster avec le vendeur pour que ça fonctionne. Yes. J'ai un ami qui fait ça, mais il fait aussi, mettons, je fais un exemple, mettons, moi, je commence dans le courtage immobilier multirésidentiel. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, regarde, vu que tu connais rien, on va faire 50-50, puis il se part comme une business avec ses clients. Tu fais ça des fois? Pas en tout. Non? J'ai des partenaires dans un immeuble, dans 2 en fait, mais je le ferai pas avec un client à moins d'avoir déjà une relation avec initialement parce que je pense qu'il y a un conflit d'intérêt initial. Ouais. Ou est-ce que j'ai une personne qui me donne de l'argent pour acheter une propriété, ça me prend une licence de l'AMF pour faire ça. Si j'ai pas de licence, je peux pas le faire. Ouais. Maintenant, je l'ai, fait que je vais être correct. Mais j'ai fait avec un ancien client, j'ai acheté un 12 logements, puis là, on a un 12 plus un 22 ensemble. Mais ça faisait déjà 3 ventes qu'on faisait ensemble. Ah, ok, tu es habitué. Il y avait une relation de confiance qui était établie. Dans cette optique-là, oui, mais de juste, mettons, des Cory Albert, des trucs, c'est ça qu'ils font un peu. Là. Ils trouvent des actionnaires, ils se partent une compagnie, ils pitchent dans la compagnie, puis ils achètent un plex. Sans relation de confiance, je le ferais pas. Je pense parce que je suis un gars bien conservateur. J'aime les risques calculés. Ouais. J'aime ça faire de l'argent pour sûr, mais non pas gambler avec mon argent. Ouais. C'est quoi ta vision de Benji Film? Tu veux aller où avec ça? Je veux aller où? Je veux qu'on soit partout, man. OK. Je veux... on dirait que... Encore une fois, je reviens au concept du « use your pain as fuel ». On dirait que mes profs croyaient tellement pas en moi au début qu'à cette heure, je me dis « Hey, fuck you, man. Tu vas tellement voir partout que tu n'auras pas le choix de comme, croire en moi à cette heure. » Fait que ça va être partout dans le monde. Je vais être à Toronto, man. Je vais être partout en Amérique du Nord. Je vais être en Amérique du Sud. C'est d'être le groupe, puis on est en train de changer de nom à Groupe Benji, by the way, Okay. parce qu'on fait plus juste des films. C'est d'être le groupe qui est que les gens ils remarquent le plus souvent, puis qui reconnaît comme la business numéro 1 pour tout ce qui est acquisition de clients. Okay. Puis à long terme, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire, c'est d'acquérir une certaine partie des business à qui on travaille. Je donne un exemple. Mettons, on se part en cours en ligne ensemble. Je m'occupe tout le back-end. Je planifie, je set le CRM. Je mets des vendeurs, le processus de vente. Je vais t'aider avec la structuration. Tout ce que je t'en demande de faire, ben, c'est d'être le visage de ton cours en ligne. On fait 50-50. J'ai dit cours en ligne, mais ça peut être n'importe quoi. Oh, oui. Tant que tu as les marges nécessaires. OK. Donc, à long terme, c'est d'être partout, avoir des clients de qualité, puis d'avoir plus de revenus par client. Parce que là, le problème, ce qui est un beau problème, c'est qu'on a beaucoup de volume, mais c'est beaucoup de gestion. Si j'étais en mesure de faire le même chiffre d'affaires, moins de clients, mais en étant partout pour être reconnu, c'est l'idéal. Ouais, ça m'apporte justement à la question qui est de savoir, en ce moment, tu as beaucoup de volume, tu as beaucoup de clients. C'est qui ton client type? Comment tu as ciblé ça? Puis est-ce que c'est-tu juste arrivé de même et tu as dit, OK, voici mon nouveau client type, puis je m'adapte ou tu as vraiment ciblé une clientèle? C'est pas mal le même depuis le début, tu sais. J'ai commencé à voyager, je ciblais des hôtels, je les approchais, je disais, hey, comme tu veux une vidéo, en échange, tu me donnes, je sais pas moi, 3 nuits. En Afrique, je faisais ça, mettons. Après ça, je revenais ici, puis j'étais comme, j'ai besoin d'argent. Fait que je vais pas aller cibler la personne qui fait un 9 à 5. Les chances qu'elle ait plus d'argent que le owner d'une business de construction sont très faibles. Fait que je vais cibler le owner de business de construction. Puis ça a juste resté B2B tout le long.
Mais B2B, je comprends, mais t'as-tu comme une niche, mettons, Mettons juste la niche de construction? courtier immobilier. Ouais, ouais. Non. OK. Non, pas du tout. Peut-être que ça va plus se définir à long terme, mais en OK. ce moment, non. Puis est-ce que tu vois ça dans ta vision à toi? Tu te dis-tu, OK, j'ai vraiment ce genre de client-là, ce serait mon client niche, ce serait vraiment lui que j'aurais aimé là, me spécialiser dedans, non? Non, pas en OK. tout. OK. Non, parce que moi, ce qui me passionne, c'est aider quelqu'un en business à aller chercher plus de revenus. Mais peu importe la business, peu importe ta niche, c'est juste des processus. Que tu vendes un cours en ligne, que tu sois un gars qui est dans le courtage immobilier, ça reste la même job. Mhm. Faut que tu aies des leads, faut que tu closes, faut que tu aies le bon système en arrière, faut que tu aies des automatisations. Le domaine, là, ça change rien. Puis pour aider à optimiser des entreprises en ce moment, c'est ça dans quoi tu te spécialises. Est-ce que tu dirais que tu dois vraiment changer tes protocoles beaucoup d'une sphère à une autre ou c'est pas mal tout le temps la même affaire, tu fais avec des petits tweaks puis ça s'adapte? C'est tout le temps ma affaire. Tu réalises que tous les business ont le même problème. Mm. Je vais donner un exemple. Là, on a pris une business la semaine passée. Commence à générer vraiment beaucoup de leads. Là. Dans le CRM, on le voit. Là. Là, les leads, ils appellent 2 semaines plus tard. Le nombre d'entreprises à qui ça arrive, c'est énorme. Là. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu appelles ton lead en moins de 5 minutes. Mhm. Si tu l'appelles pas en moins de 5 minutes, il a déjà appelé quelqu'un d'autre. Là. Il est déjà closé par quelqu'un d'autre. Là. Fait qu'oublie ça. Là. C'est juste des affaires de même tout le temps. C'est quoi ton processus de vente? Tu sais, juste un. Après ça, si tu fais des ads, ça prend-tu juste nom, numéro de téléphone, courriel ou on a parlé tantôt, faut-tu qu'il passe par un VSL? Après ça, il y a un calendrier. Sur le calendrier, il y a un setter. Sur le setter, il remplit un formulaire. Après ça, le formulaire, un call avec le closer. C'est trop compliqué. Fait que nous, ce qu'on regarde, c'est bon. Son processus de vente est trop compliqué? Est-ce qu'il est rapide? Puis il y a des business, rarement, mais il y a des business, des fois, on est quand même, on peut pas t'aider. On a rien à faire. Fais juste faire plus de ce que tu fais déjà. Mets plus d'argent à ads, puis augmente ton closing rate. Mm. Puis ça a été quoi les défis que tu as eu à gérer des closers puis des vendeurs? Parce que il y a une réalité en vente. Avec tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à date, là, il y a quand même une réalité de gérer, mettons, des travailleurs autonomes ou gérer des Mhm. employés, c'est une chose. Tes closers, j'imagine qu'ils sont à 100% en commission ou Tout le temps. c'est ça. Gérer une Moi, je le personne. dis, c'est un red flag, c'est un closer qui te demande un salaire de base. Exactement. Mais c'est une bébite différente de gérer un travailleur autonome de gérer un employé. Ben, le travailleur autonome, il a un peu plus le mindset d'un entrepreneur. Puis lui, il faut que tu y parles d'une manière un peu plus différente. Tu peux pas le faire sentir comme t'es son boss. C'est pas le cas non plus. Mm. Et il travaille pas pour toi, il travaille avec toi. Fait que ça a tout le temps été ça un peu le défi. Là. C'est le langage, c'est comment est-ce qu'on va collaborer ensemble. OK. Dès que tu le fais sentir comme qui travaille pour toi, oublie ça. Pour lui, c'est un business guy. Là. Puis tes gars, ils font. Mettons qu'on parle de chiffres, on parle de volume, Oui. mettre en contexte quelqu'un peut-être qui, en ce moment, il n'y a pas, il a pas les sous peut-être pour se lancer, puis d'engager des setters, tout ça. Toi, t'as fait du footwork quand tu as commencé pour aller chercher des clients, pour aller chercher du monde. C'est quoi un volume d'appels qu'un setter devrait faire ou qu'un vendeur devrait faire par jour pour dire, OK, ça fait du sens, là? Nous autres, on ne demande pas en bas de 60 appels par jour. Un setter. Incluant évidemment les suivis. Là. Ouais. Ça veut pas dire que tu as 60 nouveaux leads par jour. Là. Mais dans ton CRM, si t'es pas en mesure de faire 60 appels, suivis, nouveaux leads, ça marche pas. Là. C'est facile à tracker. Mhm. Vous êtes quand même pas si peu. Nous autres, on demandait 100. 100? Ouais, ouais. Ça commence à être le job. Ouais, ouais. Mais c'est... Au début, c'est facile. Parce que hey, je vais être payé à commission, ça va rentrer. Nan, nan. Ce qui est tough, c'est après 2, 3 semaines, un mois. Wow! Là, il fait plus 100 appels. Là. Il en fait 60. Mm. Wow! Deuxième semaine, il en fait plus 60, il en fait 30. Puis à un moment donné, il y a des jours qu'il en fait plus. C'est ça qui est rough. C'est de continuer à y partager la vision, pourquoi qu'il le fait. Il le fait pas pour toi, il le fait pour lui, pour sa famille à lui. C'est comme ça qu'il faut que tu le motives. Puis il y a certains domaines aussi qui ont un taux de réjection qui est plus élevé que d'autres. On s'entend des fois, Ah tu ouais. vends un coaching. Ben, juste, tu sais, tes leads sont inbound ou c'est du outbound? Hmm. Ah, un setter outbound, là, c'est rough en crise. Là. Quand on attache ta tuque, là, c'est comme du porte-à-porte. Là. Hmm. Ça va te faire claquer à la porte en pleine face. Là. Inbound, c'est les gens qui viennent te voir. T'as un taux de closing en setting, là, un taux de planification de 50%. Là. C'est plus easy. Là. Ça me fait rire parce que tu sais, courtage, c'est que du hardbound quand tu commences. Je veux dire, t'as pas Ouais. de. Asti que c'est rough, hein? T'as rien. Moi, c'est là que je broyais dans le bras de ma mère. Ouais. J'étais comme, Chris, j'étais allé de me faire claquer des portes, là.
je vais tout le temps me rappeler. Mettons, je te donne un concept. Quand j'ai lancé, j'avais pas de coaching, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Moins 30 000 $ de dette. Je me Ah dis, je ouais. lance le courtage, je lâche la construction. Je suis un ancien charpentier. Qu'est-ce qui a fait dans ça que tu t'endettes? Ben, la construction, d'un, j'avais pas le salaire pour les dépenses que je voulais OK. d'un. Puis de deux, ben, quand je me suis lancé à l'eau, ben, tu te lances en courtage, c'est dispendieux. Tu as tes pancartes, tu portes ton branding, tu fais Ben tous oui. tes trucs en place. Fait que le 18 décembre 2015, j'ai dit parfait, vacances de la construction, je prends je quitte la construction, je me lance à 100%. Mhm. Puis je m'étais dit, ça va bien aller. C'est pas de même que ça s'est passé. Je me suis lancé, puis j'appelais du proprio, des expirés, puis des co-calls. Fait que du proprio, c'est du monde qui vendent par eux-mêmes. Et ils veulent pas de courtier. Fait que je les appelle pour les convaincre de me rencontrer. Expirés, c'est des gens qui ont mis à vendre avec un courtier dans le passé qui n'a pas fait la job. Puis là, je les appelle pour leur dire non, fais-moi confiance, moi, ça va marcher. Donc, c'était vraiment des appels à froid, là, durs. Et puis, ça a pris 6 mois avant que je décroche mes premiers rendez-vous. Mais, puis félicitations d'être passé au travail, mais c'est ça qui te build le plus. Définitivement. Ah, là, tu deviens que t'as faim, mon gars, là, puis t'es comme, aussitôt que t'en as un, là, puis il paye, là, tu réussis à closer, là, hey, mon gars, là, t'es parti. Là. Mais tu te rends compte aussi que la vente, en général, que ce soit Benji Film qui fait de la vente, que ce soit Benji demain, il part, il s'en va faire courtier ou il s'en va vendre des autos, c'est la même Ça va affaire. faire. C'est les mêmes objections. C'est les mêmes Faut que j'en objections. parle à ma femme. J'ai Exact. pas l'argent. Je connais Faut que quelqu'un. Faut que j'y pense. C'est tout le temps la même C'est la chose. même affaire. Mais si tu as juste travaillé sur du inbound, je pense que tu vas en arracher. De travailler sur du outbound te forme la carapace que tu as besoin ouais, pour ouais. te faire frapper dedans puis de le prendre avec un sourire. Ouais. J'ai un nouveau ISA. ISA, c'est un setter. Ok. Dans le courtage, c'est un Inside Sales Agent. Juste qu'il Ok. fait le process un peu plus loin. Ok. Il fait setter puis un peu de closing en même temps. Il est rentré la semaine passée 225 appels par jour. OK. Juste dans outbound. À 100% T'es outbound. motivé, là. Crinqué bien raide. Puis là, j'ai dit parfait, là, il appelait du outbound des vieilles personnes qui m'étaient déjà appelées il y a 2-3 ans, puis là, il fallait juste essayer de les réactiver. Il a pogné des rendez-vous, il a pogné 18 rendez-vous la semaine passée. Il est fou comme la merde. J'ai dit là, cette semaine, on va essayer de faire du outbound avec des nouveaux du proprio, des nouveaux expirés. Je te dis, faisant pas plus que 20 aujourd'hui, tu vas te faire détruire. Non, 200, tu vas voir, ça va bien aller. Aujourd'hui, il est parti à 11h. Il a commencé. C'est fait embaucher. Oublie ça, il a commencé sa journée, craqué comme 10. Là, je le vois, il est parti on a des postes d'appel, il part de son poste d'appel, on a des cubicules pour appel privé. Ok. Ça, on a un cubicule d'appel privé. Ah non. Après ça, je le check, je le vois, il était vaché. Je dis non, Ah non, non. debout, fais tes appels debout, ça va te Alors, motiver. Il dit c'est tough. Je t'ai dit, prends ça relax. Non, je vais le faire. Parfait. À 11h, il me dit oublie ça, je reviens demain, je suis débiné. Là. Ouais, non. Mais c'est une autre dynamique. Mais tu as besoin de cette carapace-là comme entrepreneur. Ben oui. Parce que quand tu as une idée, tu sais, Benji, t'es jeune. Puis tu vas aller voir du monde, probablement encore tous les jours, qui sont comme hey Benji, t'es jeune, t'as rien vu, calme-toi. Hmm. Mais ça va arriver continuellement. Tu arrives, tu as une nouvelle idée, tu veux la mettre sur le marché, le monde, non, hey, tu sais pas ce que je sais, calme-toi. Mais la vérité, c'est qu'eux autres, où ils en sont aujourd'hui, ils ont eu la même drive que toi quand tu étais plus jeune. Ouais. Puis ils ont juste persisté, c'est un peu la même chose. Exact. Je pense que ça prend de la résilience quand tu veux être un bon entrepreneur, quand tu montes des business. Puis n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Dealer avec des locataires, c'est la même affaire. Partir une business, c'est la même affaire. Dealer avec des employés, c'est la même affaire. Moi, je me suis parti en. Ben, je commence à me partir pas en courtage, c'est en multi. En investissement. En investissement immobilier. Ça, c'est peut-être ton premier? Moi, je suis dans le premier, là. Ok. Mais moi, je me suis mis une règle, c'est sûr que je deal pas avec des locataires. Hmm. Mais avoir une compagnie de gestion, j'ai ma business de cash flow qui est l'agence marketing. Mais comme, moi, je peux pas parler à un locataire. Lui, c'est pas un entrepreneur 99% du temps. Hmm. On n'aura pas le même langage, puis ça risque de faire des flamèches. Fait que je me suis dit, regarde, si je me lance en immobilier, ce que je suis en train de faire, compagnie de gestion, ça va être le plus sain possible. Il faut quand même que tu gères le gestionnaire, là. Oui, oui, mais au moins, comme il y a un filtre Ouais, je comprends. entre toi et le locataire, tu sais. Je raconte une anecdote parce que en ce moment, j'ai 100 logements. Puis je suis locataire. Okay? J'ai habité 6 ans dans mon 4 logements. J'ai jamais voulu acheter de maison. Je me suis battu continuellement avec ma conjointe pour dire pour moi, c'est une dépense, pas un investissement. On n'achètera pas ça. On achète juste des plex. Puis au pire, on va prendre l'argent des plex qu'on a acheté, puis on va payer notre loyer avec. Puis on va être 100% heureux avec ça. Puis je me fais tout le temps bâcher parce que sur tous ces réseaux, si tu checkes mes réseaux, je me fais ramasser. Parce que t'es sans logement, t'es locataire, c'est de BS, papier, whatever, tout ce qu'ils disent. Ouais. Puis mais j'ai pris cette décision-là
Parce que mon 4 logements que j'ai acheté me ramène 6 000 $ par mois. Il n'y a presque plus d'hypothèque dessus. Je paye mon loyer avec, puis en plus, il me reste de l'argent avec. Ben ouais. Mais tout mon mode de vie est payé par mes investissements. Fait que c'est comme jamais je payais un loyer qui me coûte rien. Puis si jamais tu fais les calculs d'un loyer versus propriétaire, puis ça, je te le partage à toi parce que tu t'en vas dans duplex, dans un immeuble. J'ai fait les chiffres avant de me lancer dans l'investissement immobilier. Je m'étais dit, si j'achète une maison, OK, sur un espace de 5 ans, combien ça me coûte? 10 ans, puis 20 ans. Donc, on parle des paiements d'hypothèque, l'entretien, taxes scolaires municipales, tes frais d'acquisition, tes frais de vente, c'est tous les frais reliés ensemble, ou être locataire. Sur une maison de 550 000, sur 5 ans, je sauvais 100 000 $. Fait que moi, quand j'ai fait mes chiffres, j'ai acheté un 4 logements où j'ai habité pendant 6 ans, je m'étais dit, bon, j'achète-tu une maison ou je me retourne locataire puis je prends 100 000 là puis j'achète un autre plex. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai acheté un autre plex, puis un autre plex, puis un autre plex. Mais c'est un peu je vais dire ça, d'un autre volet pour l'entrepreneuriat. Je pense d'essayer de mettre de l'égo de côté des fois. Puis tu as probablement eu à le faire assez souvent, c'est de dire, je mets mon ego de côté, puis je vais prendre des bonnes décisions pour le bien de mon entreprise, puis pour le bien de mes finances à moi. C'est ça pour ça. Peu importe ce que le monde va dire, je m'en fous. Je suis en train de regarder avec Collège MREX. Ouais. Je me suis fait fortement recommander. Tu devrais le faire. Ouais. Et c'est selon moi, l'école actuellement d'investissement immobilier qui est la plus poussée sur le marché disponible. J'ai fait toutes les autres, sans nommer de nom, mais je les ai faites toutes les autres. Et la MREX, c'est vraiment celle qui est le plus proche du courtage accrédité, immobilier commercial, mais avec des nuances de marché. Je comprends. C'est rough, man, parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, t'es fier de ce que tu builds, puis tu penses que, crème, t'as beaucoup de connaissances. En tout cas, ça a été le cas pour moi, tu sais. OK, j'ai des connaissances en vente, en marketing. Je m'en vais pas payer. Mon gars, je me lance dans l'immobilier. Première vidéo d'MREX. Je suis comme tabarnak. C'est que je suis pourri. Tu descends d'un cran, ton égo, il en prend un coup, mais ça prend ça, tu sais. Ouais. Si t'es le. C'est quoi qu'on dit? If you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Ouais. Mais c'est important de rester élève, je pense. Puis 200%. Puis tu sais, tu commences ton profil d'investissement immobilier, tu apprends plein de nouvelles affaires. Je pense que c'est bon que tu parles à 3-4 locataires au début. Je pense que tu devrais. Une grande partie de l'argent que j'ai fait en immobilier, c'était en gérant moi-même mes locataires. OK. À négocier avec eux, avec mes skills de vente que j'ai, négocier un départ volontaire, négocier des changements, négocier une augmentation de loyer. Parce que le gestionnaire, lui, il est là pour remplir le logement. Est-ce que je suis pas patient? C'est tout. C'est ça mon affaire. Mais tu n'as pas besoin d'être patient. Mettons là. Je sais pas. Ben, tu fais un suivi avec un lead. Ouais. Il te sort de la même objection continuellement. Tu arrives, tu es créatif, tu trouves une alternative pour lancer, tu trouves une alternative pour lui proposer d'autres choses qui fait son affaire, qui finalement qui va être bon, que tout le monde est gagnant, parce que la vente, c'est des terrains d'entente gagnant-gagnant. Ouais. Mais c'est de faire la même chose avec le locataire. Non, parce qu'en fait, de la journée, c'est ton client. Quand tu regardes ça comme ça, c'est mon client, c'est lui qui me permet de vivre, c'est lui qui prend soin de mon immeuble, en quelque sorte. S'il est fin. Ouais. S'il est correct. Mais c'est quand même rare. Quelle qualité de logement tu sens. Ouais, c'est ça. Moi, j'achète des immeubles à rénover avec vraiment des problèmes à l'intérieur. OK. Mais c'est là l'argent. Ouais. Où personne ne veut aller. Ouais. Là, Tu vois, je suis un profil un peu plus passif. Comme je vais mettre l'argent là. Puis moi, je le fais parce que je veux pas que l'argent entre dans mon compte. Je comprends. C'est juste de la diversification de portefeuille. J'ai mes investissements ici, mes REER, mes CELI, mes affaires. L'immobilier, mais je suis pas un gars qui va aller cogner des clous certains. Je suis pas de même là, tu regardais pour acheter quoi? Là, je regarde, on m'a conseillé un 6 ou 9 pour commencer, là, unité. Où? J'ai aucune idée. Mais proche de où tu habites ou n'importe où? Non, je m'en fous. OK. Moi, le but, c'est qu'ils prennent le plus de valeur en le moins de temps possible. Je comprends. Sans nécessairement tout retaper. OK. Ouais. Puis là, tu commences à faire de l'analyse, puis rentrer dans le cruncher. Un rendez-vous chez PMML en présentiel. Essaie de comprendre les chiffres. Je suis sorti de le décourager. Puis là, je suis en train de m'inscrire à la MREX. OK. Ouais, c'est une bonne affaire. Ouais. Je pense que c'est... Étape 1, c'est de s'éduquer. Après ça, on fait des offres, on passe à l'action. Mais tu retournes à la base. C'est ça que je trouve fou. C'est que quand tu penses que tu connais tout, est-ce que tu connais rien? C'est ça qui est hot. C'est le fun d'apprendre. C'est drôle que tu dis ça. Et pour lancer mon agence hypothécaire, il a fallu que je fasse mon cours de courtier hypothécaire. Ça faisait déjà 10 ans que j'étais courtier immobilier, que j'aille des hypothèques à tous les jours, je parle d'hypothèques à tous les jours, puis j'étais comme, je connaissais les hypothèques, j'ai rien à apprendre. Mais c'est quand mon cours de courtier hypothécaire, je l'ai coulé une fois.
OK. No joke. J'ai coulé. J'étais trop cocky, je pensais que je savais tout. Je suis rentré, c'est beau, c'est tel calcul, c'est bon, c'est comme ça. Puis finalement, quand j'ai coulé, ça m'a donné une tape d'en face. Je me suis dit, oh, t'as peu, là. Prends ça au sérieux, là. Tu connais pas tout. Prends le temps. Puis là, j'ai passé, mais je réalise à quel point, justement, tantôt tu disais de rester étudiant, puis de prendre une petite seconde pour s'arrêter, puis de dire, OK, il faut peut-être que je retourne à l'école, puis je retourne apprendre. Ben, ça m'a fait du bien. Puis là, j'applique aujourd'hui ce que je sais, puis je vois la différence que ça apporte dans les résultats de mes clients, parce que là, j'applique vraiment la bonne façon de le faire. Avant, je le faisais napkin. Ouais. Là, j'applique la bonne façon de le faire. Tu sais, si jamais tu es pour placer une coupe de 100 000 $ pour acheter un Plex, tu veux t'assurer que ça soit rentable. Tu veux pas juste je mets mon argent, j'attends, puis j'espère que ça soit payant. Là. Ouais. Fait que si jamais tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, qui veut se lancer à l'eau, c'est quoi tu lui donnerais comme conseil? C'est pas la première fois que j'ai cette question-là, mais écoute pas les gens qui ont pas ce que tu veux. Fais juste t'entourer le mieux possible des personnes qui ont ce que tu veux. C'est tout. Si ton... Puis ça s'applique dans n'importe quoi. Hein? Si ton but, c'est de perdre du poids, Chris va pas voir la personne qui pèse 400 livres. Make sense. Moi, l'erreur que j'ai faite, puis j'ai quand même commencé jeune en business, j'écoutais ma mère. Ma mère, aujourd'hui, elle m'encourage, comme elle est fière de moi, elle travaille même avec moi dans le business. Elle fait pas ça, c'est trop risqué. Mais là, elle voulait juste mon bien. Mais l'entrepreneur qui a réussi m'aurait dit comme conseil, Benji, t'as pas le choix de prendre des risques. Si tu les prends pas, tu te rendras jamais là où ce que tu veux. Donc, c'est juste d'écouter du monde qui ont réellement ce que tu veux. Puis quelqu'un qui veut te contacter, qui veut en avoir un petit peu plus d'informations, c'est où qu'ils peuvent te contacter? Instagram, Benji Films ou sur mon site web directement. OK. Oui. Merci d'avoir pris le temps de venir partager avec nous autres, de venir Merci à toi, échanger. Puis vous savez où le trouver. De toute façon, il est partout. Fait que fais juste ouvrir ta plateforme puis tu vas le trouver.